Bonsoir et bienvenue dans cette émission, je l'espère pour vous exceptionnelle, sur la mort de Claude François. Vous avez donc cliqué sur cette vidéo, c'est que l'information vous intéresse. Et je vais vous gâter en publiant pour la première fois une photo inédite de Sylvie Mathurin. Cette photographie a disparu de l'histoire. C'est donc une photo où elle se trouvait en bas de l'immeuble quand Claude François a été annoncé mort, et nous savons que pour des raisons techniques, cette photo a complètement disparu de l'histoire. Elle existe toujours, heureusement, j'ai réussi à retrouver cette photo, mais elle a disparu de l'histoire pour diverses raisons, et je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Bienvenue dans cette émission exceptionnelle sur la mort de Claude François. Vous avez envie de savoir la vérité. J'ai l'impression que vous savez des choses, mais pas suffisamment, et comme le petit papillon Icare, je vous rapproche au plus près de la lumière. Cette vidéo est donc dédiée à Claude François Junior, je place bien mon micro, et j'offre pour Clo-Clo Junior cette émission. J'espère que tu vas passer un moment agréable et pas désagréable. Certes, de parler de la mort de ton père peut pas être très réjouissant, mais je pense que ce que j'ai à te dire va être très intéressant. Une photo inédite de Sylvie Mathurin, une photo inédite du SAMU de Paris. Vous allez me dire, on sait à peu près tout. Le pompier est intervenu, il était très jeune. Il a effectué un certificat de décès sans médecin légiste, alors que la loi oblige à avoir un médecin légiste. Il arrête son massage cardiaque à 20 minutes, alors que la loi en 1978 c'est 30 minutes, y compris 1976 et 1977. Donc il arrête un peu vite son massage cardiaque. Il explique lui-même faire un certificat de décès. Malheureusement, il y a des lois en France. Un pompier ne peut pas faire de certificat de décès sans la présence d'un médecin légiste. Encore moins un pompier qui aurait 17 ans. Et encore moins un pompier qui ne posséderait pas la sermentation particulière qui l'autorise à arrêter son massage cardiaque avant 30 minutes. Bienvenue pour cette émission exceptionnelle, une photo inédite du SAMU que je rends enfin publique et qui est très importante. Oui, cette photo est très importante parce qu'en réalité, si Claude François a été annoncé mort à 14h45, disons 15h partout en France, mais 14h45, le pompier a expliqué qu'il a antidaté de 20 minutes, antidaté l'heure, de 20 minutes parce que pour lui, Claude François est mort à 14h25. Mais ce qui est important, c'est pas à 4 ou 5 minutes près. Ce qui est important est de savoir si le SAMU de Paris s'est appliqué uniquement à un secours d'urgence ou si en secret il s'est passé quelque chose que le public ignore. Oui, il s'est passé quelque chose en secret au SAMU de Paris. Je vais publier une photographie. Il y a eu quelque chose de très secret. Plusieurs heures après la mort de Claude François, on parle de 5 à 6 heures après sa mort, il s'est passé quelque chose au SAMU de Paris en ce qui concerne Claude François. Bienvenue dans cette émission. Que s'est-il passé 6 heures après la mort de Claude François? Quelle est cette photo inédite qui va apparaître sur les réseaux sociaux? Une photo du 11 mars 1978, et que cache toute la mort et l'intrigue sur sa mort de Claude François. Tout d'abord, les deux photos que je vais publier, celle de Sylvie Mathurin et celle du SAMU de Paris, pour le SAMU de Paris, montrent un peu les visages de certaines personnes. J'ai malgré tout décidé de publier cette photographie, sachant que ça date un peu et que YouTube ne refuse pas qu'on dévoile certaines choses au nom justement de la vérité, de la justice et de la droiture. Parce que ne pensez pas, excusez-moi je me reprends, parce que ne pensez pas que je viens vous dire des bêtises. Non, je vous prouve tout ce que je vous dis et surtout je vous raconte des faits très précis. Ce sont des faits très précis que je parle. C'est extrêmement précis, que ce soit la montre d'un pompier, un témoignage qui dure tant de temps, un coup de téléphone qui est passé par sa mère qui dure tant de temps. Tout est toujours très précis et sur des faits. Jamais de rumeurs. Bien que j'aborderai prochainement une émission sur la seule rumeur qui était valable dans la mort de Claude François, puisqu'elle avait un témoin réel. Mais ça, c'est pour plus tard. Bienvenue dans cette émission. Vous avez envie d'en savoir plus? Cette émission est dédiée à la capitaine des Claudettes, à la sœur de Claude François et à ses deux enfants, Coco et Marc.
Tout d'abord, nous allons voir une photo inédite de Julie, qui n'a jamais été publiée par Fabien Lecoeuvre, jamais publiée par Claude François Junior. Cette photo est sortie de l'histoire. Nous sommes le 11 mars 1978. Julie est une Claudette, une des toutes dernières qui a fait partie de l'empire Claude François. On peut parler d'un empire, bien que on peut considérer que cet empire lui a pas rapporté vraiment beaucoup d'argent, mais surtout des ennuis fiscaux. Julie se trouve dans la rue. Personne n'a jamais vu cette photo. Vous n'avez jamais vu cette photo. Je dois la rendre publique parce que j'aime bien Julie. Julie est une Claudette qui est très gentille, qui avait un petit ami à cette époque-là. Malgré que Claude avait défendu que ces Claudettes aient des petits amis, il avait interdit, Julie avait un petit ami. Il va y avoir alors un photographe qui, dans la rue du 11 mars 1978, c'est pas le nom mais c'est le jour, donc dans la rue Exelmans, le 11 mars 1978, essayons d'être un peu plus précis, sinon on va dire que je donne des informations inexactes, se trouve une ravissante blonde. Elle est Claudette, elle s'appelle Julie, elle est très jolie. Elle avait justement fait une série de photos avec Claude le 7 mars 1978 dans une séance photo. Mais là, la photo que vous allez voir est un petit peu plus triste. Donc j'avertis le public qui serait un peu sensible que la photo que vous allez voir est un peu triste. Malgré tout, elle n'est pas joyeuse, mais c'est comme ça. 11 mars 1978, c'est la première publication sur un site social. Personne n'a jamais vu cette photo. Cette photo a été prise par un journaliste qui se trouvait dans la rue du boulevard Exelmans le 11 mars 1978, à l'heure où Julie est arrivée dans la rue avec Priska et Danny Borg. C'est une première mondiale. Vous n'avez jamais vu cette photo ? J'ai regardé dans la collection officielle de Fabien Lecoeuvre, elle n'existe pas. J'ai regardé dans la collection officielle de Claude François Junior, cette photo n'existe pas. C'est donc une photo vraiment inédite qui apparaît sur les réseaux sociaux pour la première fois. Pourquoi cette photo, avant de vous la montrer, j'ai décidé de la faire apparaître sur les réseaux sociaux alors qu'elle est très cachée, très secrète. On dirait presque que c'est une photo interdite. Il y a eu dans la mort de Claude François volontairement certaines photos qui ont disparu. Ces photos qui ont disparu posent divers problèmes, notamment la photo de Sylvie Mathurin. Elle a disparu pour diverses raisons, parce que Sylvie Mathurin prétendait être dans l'appartement avec Claude François. Et évidemment, on la voyait en réalité non pas dans un appartement, mais dans une rue en bas, et impossible de monter dans l'appartement, totalement interdit par la police. Donc cette photo, comme elle était gênante, embarrassante par rapport au témoignage de Sylvie, elle a disparu de l'histoire. Totalement disparue, interdit de toute publication, elle ne figure dans aucune collection officielle de Fabien Lecoeuvre et aucune collection officielle du fils de Claude François qui gère tout, qui s'occupe de tout, il s'occupe de tout, hein, mais il n'a pas publié cette photo. Mais avant de vous montrer Sylvie Mathurin, on revient sur Julie. Julie a été, c'est vrai, une Claudette assez brillante, blonde, belle. Elle faisait physiquement plutôt 30 ans au niveau de son apparence. Borg faisait quand même très jeune. Borg avait 23 ans, mais on lui donnait 20 ans. Et Priska aussi a toujours fait un peu plus jeune que son âge. Étrangement, la seule Claudette qui faisait un peu plus âgée, qui faisait femme, c'est Julie, qui ressemble à une vraie femme. Elle est une femme, on a l'impression que c'est une femme vraiment de 30-35 ans, elle est très mûre. Et ça, c'était important de le dire, c'est la seule dernière Claudette de Claude qui était, au niveau de l'apparence, vraiment une femme. Les autres ressemblaient un peu à des gamines, que ça soit Sandra, parfois même Katie, c'était des petites gamines de 16 ou 20 ans, mais pas Julie. Julie ressemble à une vraie femme complètement adulte, alors qu'elle n'était pas quand même si âgée. Voyons cette photographie inédite de Julie que je rends pour la première fois publique, mais je vais pousser un tout petit peu les câbles parce que je suis gêné par divers câbles. Attention, je vous montre cette photo, elle n'a jamais été montrée et je vous la commente. Nous sommes le 11 mars 1978, Julie se trouve en bas de l'immeuble. Nous pouvons reconnaître sur la gauche Priska qui continue de prier. Elle a longtemps prié dans cette rue, espérant un miracle, que Claude ne soit pas mort. Et la pauvre Julie est juste à côté d'elle. Et là, elle explose en larmes. Cette photo n'a jamais été montrée nulle part.
Vous n'avez jamais vu cette photo. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous la montrer, parce que vous avez le droit de savoir, et surtout comme le papillon Icare, je vais revenir sur ma caméra, je vous approche au plus près de la lumière sur sa mort, comme personne ne l'a jamais fait. C'était mon engagement sur YouTube, vous approcher au plus près de la mort de Claude François sans vous brûler les ailes. Mais vous allez reconnaître tout de même que déjà cette photo brûle un peu les ailes, dans le sens où cette photo a complètement disparu de l'histoire. C'est comme si qu'elle n'avait jamais existé dans l'histoire. Et pourtant, un journaliste, sans doute un peu triste de prendre une telle photo, parce que ce n'est pas une photo réjouissante, nous allons la revoir une deuxième fois, va prendre cette photo, Julie explose en larmes, parce que malgré tout, elle aimait beaucoup Claude, et puis Claude, c'est vrai, n'était pas du tout méchant avec elle. Il n'a pas eu, si vous voulez, Claude François, tout ce que les gens ont raconté, des comportements pervers, démoniaques. Il pouvait s'énerver, il pouvait crier, mais au fond, quand le rideau du spectacle s'ouvrait, il était tellement absorbé par sa musique et son spectacle qu'à la limite, il pouvait presque tout pardonner tant qu'on restait dans le spectacle. Vous voyez ce que je veux dire? On va revoir cette photo de Julie, car c'est la première publication en site social. C'est triste, je vous donne mon commentaire, c'est triste parce que de la voir comme ça pleurer, vraiment là, vous voyez, elle part, elle ressemble un peu à Lady Diana. Regardez, elle a un petit côté Lady Diana. Oui, enfin en tous les cas sur cette photo, on a l'impression que c'est Lady Diana. Et oui, Julie sur cette photo ressemble un peu à la princesse de Galles, mais ce n'est pas la princesse de Galles. Elle met la main vers sa bouche pour essuyer ses larmes et avec un mouchoir se moucher et essuyer ses larmes. Voilà, elle porte son petit sac. Nous la voyons, d'ailleurs elle est très jolie de profil, et la pauvre Prisca est juste à côté, regardez. Évidemment elle est bien couverte parce qu'il faisait 0 degré, et heureusement qu'elle avait son manteau de fourrure. Mais certaines Claudettes n'avaient pas de manteau de fourrure parce qu'elles ont été surprises par sa mort et sont arrivées pratiquement nues. Mais Prisca avait son manteau de fourrure. Malgré tout elle est restée bien couverte parce qu'il faisait froid, il faisait 0 degré, et donc on peut hésiter entre le fait qu'elle priait, là nous voyons qu'elle priait, mais en même temps elle se réchauffait les mains, car il faisait vraiment très froid. Cette photo qui a disparu de l'histoire, qui a été faite donc par un journaliste qui était présent sur place, qui n'a jamais été publiée par Claude François Junior, je pourrais te tirer un petit peu les oreilles, mon coco, en disant tu publies un peu ce que tu as envie. Bon, il est possible que Julie ait interdit elle-même la publication de cette photo. Vous savez que quand les gens sont photographiés, ils peuvent s'opposer à la publication d'une photographie. Ils peuvent s'opposer, pas vraiment l'interdire. Non, on est dans un pays de droit en France, dans une démocratie, où on a parfaitement le droit de montrer cela. Mais je pourrais recevoir une lettre de réclamation de Julie qui me demande de retirer la photo. À ce moment-là, je serai obligé de cette vidéo de la couper et de ne pas vous montrer cette photo. Mais je pense que Julie, cette très belle Claudette, ne ferait pas ça. Je pense qu'au contraire, cette photo va peut-être la surprendre. Pas sûr qu'elle ait vu cette photo elle-même, mais c'était important de la montrer. Et c'était important de montrer la détresse de cette Claudette qui aimait beaucoup Claude et qui se retrouve complètement en larmes. Et c'était important de montrer cette photo. Mais dans la mort de Claude François, en bas de l'immeuble, il n'y a pas que Julie. Il y a en bas de l'immeuble une photographie qui a disparu de l'histoire, qui a été, on peut le dire, volontairement retirée de l'histoire, parce que cette photographie, c'est celle de Sylvie Mathurin. Et évidemment, par rapport à tous les plateaux de télévision qu'elle a fait, que ce soit avec Danny Borg, bonjour Danny Borg, je suis toujours heureux de te voir, et c'est bien, tu m'avais proposé qu'on se parle sur Skype, tu te souviens, mais le mieux, c'est que tu me vois là maintenant, plutôt moi te parler, parce que si on se parle sur Skype, le seul danger, c'est que tu n'écoutes pas vraiment ce que je te dis. Là, au moins, tu es bien obligé de m'écouter. Oui, une photographie qui est sortie de l'histoire, on peut dire volontairement. On doit parler d'une photo qui a été retirée de l'histoire volontairement pour diverses raisons. Tout d'abord, Sylvie Mathurin a prétendu être sur le plateau avec Michel Drucker et se rendre dans l'appartement de Claude, aller entrer dans l'appartement de Claude. Donc les personnes qui étaient autour l'ont aidé à entrer dans cet appartement.
On pense qu'elle est passée par un chemin détourné et pas exactement à l'endroit où les policiers bloquaient l'entrée. On a des précisions terribles qui sont même parfaites. Elle est arrivée, elle a vu Claude donc mort, allongé sur le sol ou allongé sur le lit, c'est difficile à dire, pas de précision de ce côté-là, mais on pourrait penser qu'il était allongé sur le sol, parce qu'elle fait cet étrange témoignage qu'elle a mis la tête de Claude sur ses genoux. Si donc elle a mis sa tête de Claude sur ses genoux, si elle a mis la tête de Claude, pas sa tête, si elle a mis la tête de Claude sur ses genoux, c'est donc qu'elle était au sol et pas sur le lit. Vous allez me dire, comment ça, Marc Harriman? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Répète, on n'a pas bien compris. Je vais répéter. Dans les divers témoignages de Sylvie Mathurin, elle est très claire. Elle a rencontré Claude François, elle l'a vu mort. Elle explique avoir mis sa tête sur ses genoux à elle. Je parle les genoux de Sylvie Mathurin. Elle a donc posé la tête de Claude François. Ainsi, nous avons déjà une contradiction de témoignage avec Marie-Thérèse. Car selon Marie-Thérèse et Kathleen, Claude François était sur son lit de mort. Et pas sur le sol. Vous commencez à comprendre. Le papillon se rapproche de la lumière. Le témoignage de Sylvie est très clair. J'ai mis la tête de Claude sur mes genoux. Donc elle était sur le sol. Et Claude était sur le sol aussi. Elle a ainsi pris sa tête et l'a mis sur ses genoux. Mais à ce moment-là, si le témoignage est exact et vraiment vrai et s'est passé comme ça, alors on doit admettre une possibilité, c'est que Sylvie Mathurin est arrivée avant tout le monde. Oui, parce que dans le témoignage de Marie-Thérèse, il est allongé 10 minutes sur son lit de mort. Mais dans le témoignage de Sylvie Mathurin, elle pose la tête de Claude sur ses genoux. Donc, aucune chance qu'elle ait posé ses genoux sur un lit. Ça n'aurait aucun sens. Imaginez, elle monte sur un lit, elle pose ses genoux, puis elle pose sa tête. Ça n'aurait aucun sens. Par contre, s'il est sur le sol, elle s'agenouille, pose la tête de Claude sur ses genoux. Vous me suivez? Mais alors, on a une nouvelle contradiction de témoignage, et là, c'est la plus forte de toute l'histoire. Pourquoi? Parce que Marie-Thérèse et Kathleen sont très claires. Claude est resté 10 minutes sur son lit de mort. Mais voilà que Sylvie Mathurin nous raconte une autre histoire. Que finalement Claude n'était pas sur son lit de mort, mais allongé sur le sol. Et c'est là où l'histoire devient très intéressante s'il était allongé sur le sol. Cela veut dire qu'elle se trouvait à l'appartement 10 minutes avant qu'il soit allongé sur son lit de mort. Et donc, il y a eu un autre accident, qui ne peut plus du tout être une électrocution. Ainsi, Sylvie Mathurin aurait pu être complètement mis dans une espèce d'entente entre Marie-Thérèse et Kathleen, et en réalité, la photo que vous allez voir deviendrait compréhensible. Parce qu'il n'y a que deux possibilités pour Sylvie Mathurin. Ou elle nous dit la vérité, elle a vu Claude François sur le sol, a pris sa tête et l'a mis sur ses genoux. Dans ce cas-là, nous nous trouvons 10 minutes avant qu'il était sur son lit de mort, ou elle nous dit la vérité, ou elle nous ment, et elle n'a jamais vu Claude François. Voilà pourquoi cette photo a disparu de l'histoire, car elle était encombrante et gênante par rapport à tous les témoignages de Sylvie Mathurin. Ainsi, cette photo n'existe pas dans la bibliothèque officielle de Fabien Lecoeuvre, n'existe pas dans la bibliothèque officielle de Claude François Junior. Cette photo, pour des raisons de sécurité, est sortie de l'histoire. Mais quelle est cette photo si importante? Et peut-on la commenter? Je vous la montre pour la première fois sur les réseaux sociaux. Dans cette photographie que je vous commente, nous voyons Julie, regardez bien, complètement sur la gauche. Vous voyez, Julie est encore en larmes, elle a du mal à sécher ses larmes. Nous voyons une photo de profil de Prisca totalement inédite où elle est encore en prière. Et regardez bien sur la droite, près de l'arbre, vous voyez une fille qui est en larmes. Cette fille, c'est Sylvie Mathurin. La photo que vous voyez là est sortie de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un a voulu retirer cette photo de l'histoire parce qu'elle est très encombrante par rapport à la mort de Claude François pour diverses raisons.
où Sylvie Mathurin nous dit la vérité. Elle a vu Claude François mort et a mis la tête de Claude François sur ses genoux. Dans ce cas-là, il était sur le sol et pas sur le lit, et elle l'a vu 10 minutes avant qu'il soit allongé sur son lit, et dans ce cas-là, il serait mort d'une toute autre mort. Mais dans ce cas-là, ça expliquerait qu'elle pleure, qu'elle est en larmes dans la rue, car elle l'a vu réellement mort, et elle l'a vu bien avant cette photographie. Il y aurait une autre possibilité, que Sylvie Mathurin n'ait jamais vu Claude François mort, et qu'elle a raconté un mensonge, et que quelqu'un lui a demandé de raconter un mensonge. Ainsi, je vais revenir sur ma caméra, on peut comprendre qu'elle se trouve en réalité avec Danny Borg, Priska et Julie. Elle se trouve dans la rue. On est très loin de son témoignage de plateau qu'elle était en réalité avec Claude François qui avait encore des cheveux mouillés. Oui, Claude avait encore ses cheveux mouillés, ce qui veut dire qu'il s'est écoulé quelques minutes entre le moment où il était dans son bain et le moment où il était mort. Et il avait encore ses cheveux mouillés, précise-t-elle. S'il avait encore des cheveux mouillés, nous devons tenir compte du témoignage, je répète, nous devons tenir compte du témoignage du pompier, qui a fait un massage cardiaque de 20 minutes. En 20 minutes, c'est vrai, un mois de mars, il faisait froid et humide, les cheveux ont sans doute pas vraiment séché. Mais s'ils avaient totalement séché, ça poserait un problème, parce que cela voudrait dire que si elle a trouvé Claude François avec des cheveux mouillés, c'est qu'elle est arrivée ou en même temps que le pompier, ou alors pire, elle était présente sur les lieux avant que le pompier arrive. Et c'est pas impossible que Sylvie Mathurin était présente sur les lieux avant même que le pompier arrive. Comme je l'ai expliqué, on a son témoignage. Elle a vu Claude, puis elle s'est visiblement agenouillée parce qu'elle explique qu'elle a mis sa tête sur ses genoux. Puis elle l'a recoiffé et a trouvé étrange qu'il avait des cheveux mouillés. Trempé alors qu'il faisait des shampoings à sec. C'était irrationnel pour elle. Que s'est-il passé? Qui lui avait mis la tête sous l'eau? Parce que Claude prenait uniquement des shampoings à sec. Et justement, il avait téléphoné ce jour-là, le 11 mars, et il avait eu Sylvie au téléphone, en disant qu'il avait pris rendez-vous auprès de son coiffeur pour faire un shampoing à sec lundi. Et donc qu'il viendrait au studio de Michel Drucker et qu'elle pourrait s'occuper de ses cheveux une fois arrivée sur place. Donc, impossible qu'il se retrouve une tête trempée, absolument impossible. Mais si cette photo que je vais vous remontrer a complètement disparu de l'histoire, c'est une raison très précise. Tout d'abord, Sylvie Mathurin n'est pas avec Claude François dans son appartement comme elle prétend dans tous les plateaux de télévision. En réalité, elle est dans la rue. Pire, j'ai un film, je reviens sur ma caméra, un film qui a été filmé par les journalistes de télévision, où je peux prouver que Sylvie Mathurin n'a jamais vu Claude François. Non, parce qu'elle est montée avec Danny Borg dans une voiture et ils ont été toutes les deux filmés. Là, je vous montre une photo, mais prochainement, je vous montrerai le film, qui va être beaucoup plus intéressant pour vous. Et non, elle ne peut pas avoir vu Claude François du tout, puisque dans le film que je vous montrerai prochainement, elle monte dans sa voiture, et puis elle s'en va avec Danny Borg. Danny Borg et Sylvie Mathurin s'en vont. Peut-être y avait-il d'ailleurs Julie qui est partie avec eux, ça je ne le sais pas. Moi, sur le film qui a été fait par France Aquitaine et France Île-de-France, le journaliste explique que les Claudettes n'ont pas vu Claude François. Et il a filmé Danny Borg devant les barrières de sécurité devant les barrières de sécurité, et le policier fait des signes que c'est pas possible, je crois, ou alors il fait comprendre. On reverra ensemble le film pour ne pas vous dire de bêtises ici. Ce qui est intéressant, c'est de revoir encore cette photo. On la regarde à nouveau. Priska de profil, vous n'avez jamais vu cette photo, vous la découvrez pour la première fois. Cette photo a été retirée de l'histoire, elle n'existe plus nulle part. Julie complètement sur la gauche, c'est donc une blonde. Et nous voyons Sylvie Mathurin en larmes et dans une rue. Voilà ce qui a été retiré de l'histoire. Cette photo a été retirée de l'histoire. Déjà parce que à ce moment précis, elle ne peut pas être dans une rue, puisqu'elle explique qu'elle était avec Claude François, qu'il avait des cheveux mouillés, elle avait mis la tête de Claude sur ses genoux, donc c'est qu'il était sur le sol, et pas sur son lit. Donc on peut situer qu'elle a vu Claude 10 minutes avant qu'il soit allongé sur son lit.
On peut presque être certain que Marie-Thérèse et Sylvie Mathurin, je répète, Marie-Thérèse et Sylvie Mathurin, prononçons bien, articulons bien, on peut se demander s'il n'y a pas eu une entente, une espèce de manigance ou d'entente entre l'attaché de presse et Sylvie Mathurin. Parce que Sylvie va alors donner des témoignages incroyables, comme le fait qu'elle a évacué des médicaments. Elle a évacué des médicaments, mais c'est pas impossible. C'est impossible, impossible, impossible. Elle est dans une rue. Elle ne peut pas se trouver avec Claude François et évacuer des médicaments en haut, elle est dans une rue. Donc l'évacuation de ces médicaments a peut-être eu lieu bien avant, peut-être même avant l'arrivée de la police, peut-être au moment où le pompier était en intervention. Ça serait donc à ce moment-là où le pompier tentait de sauver Claude, où les policiers n'étaient pas devant le domicile, que Marie-Thérèse donc et Sylvie Mathurin auraient évacué des médicaments, peut-être avec l'aide de Guy, le chauffeur de Claude François, qui est monté et a pris des tas de médicaments. On sait que beaucoup de médicaments ont été évacués, des médicaments dangereux, sans ordonnance. Alors si Sylvie, tu es devant cette caméra, enfin c'est surtout moi qui suis devant et toi qui me regardes, tu comprends que cette photo était très importante pour le public. Par rapport à tous les témoignages que tu nous expliques, que tu te trouves avec Claude François dans son appartement, c'est pas si vrai ce que tu racontes, puisque tu es dans une rue. Je peux le prouver avec la photo, mais aussi avec le film, que je réserve pour plus tard. Mais je crois à ton témoignage. J'y crois que tu as vu Claude, qu'il avait les cheveux mouillés, donc il n'était pas électrocuté depuis très longtemps, et que tu as mis sa tête sur tes genoux. J'y crois. Mais dans ce cas-là, si j'écoute ton témoignage, qui est très précis, je vais essayer de bien l'articuler, si j'écoute ton témoignage, qui est très précis, articulons, dans ce cas-là, tu es sur le sol, tu prends la tête de Claude et tu mets sa tête sur tes genoux, dans ce cas-là, il n'est pas sur son lit de mort, on se trouve donc au niveau du chrono, 10 minutes avant qu'il soit allongé sur son lit de mort. Ainsi, tu étais peut-être à l'appartement, mais dans ce cas-là, on peut exactement savoir à l'heure où tu te trouvais dans cet appartement. C'est 10 minutes avant qu'il soit allongé sur son lit. Tu te trouvais au moment où Claude était encore sur le sol. Et donc, tu te trouvais là-bas avant tout le monde. Et tu as évacué les médicaments à ce moment-là. Et si dans la rue tu es effondré en larmes, c'est parce que toi tu l'as vu mort. Vous comprenez que le papillon Icare s'approche au plus près de la lumière. C'est ça qui est important dans la mort de Claude François, c'est tous les témoignages que vous faites. On va prendre simplement une montre, et puis aussi on va bien écouter ce que toutes vous avez dit. Le témoignage de Sylvie est très intéressant. Elle explique être arrivée avoir vu Claude, il était mort. Elle ne précise pas exactement où il se trouvait, mais elle explique que elle a mis sa tête, la tête de Claude François, sur ses genoux. Les genoux de Sylvie Mathurin, ses genoux à elle. Je le précise bien pour que ça soit bien compréhensible. Ainsi, si tu as mis la tête de Claude François sur tes genoux, c'est qu'il n'était pas vraiment sur son lit de mort. Et donc, on peut, par rapport à la montre, savoir que tu te trouvais dans l'appartement de Claude, je répète, et donc on peut savoir par rapport à la montre que tu te trouvais, c'est dur à dire, que tu te trouvais, essayez de le dire, dans l'appartement de Claude, 10 minutes avant qu'il soit allongé sur son lit. Parce que s'il avait été sur son lit de mort, comme Marie-Thérèse l'explique, comment t'aurais fait pour mettre sa tête sur tes genoux? Tu comprends, Sylvie, où je veux en venir. T'as compris maintenant. Voilà pourquoi cette photographie a disparu de l'histoire. Oui, elle a disparu, Fabien Lecoeuvre ne l'a jamais publiée, Claude François Junior non plus ne l'a jamais publiée. Et le fait que les deux géants qui représentent la mémoire de Claude François n'aient pas publié cette photographie, les deux géants qui s'occupent de la carrière de Claude, montre évidemment le problème emblématique de cette photographie. C'est un problème emblématique de la trouver en bas d'une rue, quand Claude était allongé sur son lit de mort.
C'est emblématique comme problème. On continue parce que en réalité, cette émission va vous réserver encore quelques surprises et ça fait déjà 29 minutes, j'ai prévu 45 minutes. Dans la mort de Claude François, on sait que son appartement était très beau. Vous avez vu un appartement rustique. Oui, c'est un appartement rustique et à base d'acajou. Je le dis à Danny Borg si tu es là en face de moi. J'espère que tu es contente d'en apprendre un peu plus sur la mort de ton patron. La mort entre guillemets. Moi, j'ai jamais dit que Claude François était mort. Ça, c'est ce que vous avez raconté. Vous savez, l'histoire que vous avez racontée est tellement énorme qu'on pourrait se poser quand même la question si on n'a pas été tous victimes d'une farce de Claude François, car il était habitué à faire des blagues. On reviendra sur une prochaine émission sur une rumeur qui avait tout de même un témoin. Mais pour le moment, gardons le fil d'Ariane, de la fusée Ariane, pour la conclusion de cette émission. Il y a une chose que je ne vous ai pas montrée dans l'appartement de Claude la dernière fois, je vous montre maintenant. Je vous invite à regarder les autres émissions. C'est le piano de Claude François qui se trouve en face de la bibliothèque. Claude a un piano et dans son appartement, il a son piano où il a fait venir Coco et Marc. Vous savez, l'appartement a été pratiquement absolument pas changé, on va dire, entre 1974 et 1978. Pratiquement pas changé du tout. Donc, je vous montre exactement comment était l'appartement au 11 mars, exactement, car il était exactement comme ça. L'appartement du 46 boulevard Exelmans. Ce qui est très intéressant, et nous allons continuer cette émission, c'est le SAMU de Paris. Quand le pompier se présente, il explique avoir fait un massage cardiaque de 20 minutes, puis il a dû stopper, et il a rédigé lui-même le certificat de décès. Il explique tout ça, il en fait la confession. Bon, je rappelle à ce pompier la loi, il est impossible à un pompier de rédiger un certificat de décès sans autorisation d'un médecin légiste. Mais bon, c'est amusant. Le pompier a prétendu arrêter le massage cardiaque à 20 minutes. Je rappelle la loi à cette époque, il est impossible de stopper un massage à 20 minutes. La loi, c'est 30 minutes. Restons toujours dans les faits et pas dans ce qu'on nous raconte, que ce soit le pompier ou tous les autres. Oui, parce qu'en réalité, le pompier nous raconte une histoire. Claude François est mort. Il explique d'ailleurs qu'il était un peu embarrassé. Son électrocardiogramme marchait pas très bien. Il avait des doutes, explique-t-il, il ne savait pas si Claude François était mort. Il va alors référer ses doutes auprès de sa hiérarchie supérieure, et tout ça, vous ne le savez pas. Et vous le découvrez dans cette émission qu'on pourrait presque appeler Icare, le papillon Icare. Il fait alors état auprès de sa hiérarchie, de son intervention auprès de Claude François, qu'il a fait ce qu'il lui pense le plus juste, le mieux par rapport à ses moyens. Il était tout seul avec un brancard. Il n'avait pas d'équipe médicalisée puisqu'elles avaient toutes été envoyées pour les politiques. Tous les médecins étaient entièrement médicalisés dans des ambulances, et certaines ambulances n'étaient qu'à 3 km et auraient pu intervenir immédiatement, puisqu'il y avait tout le personnel médical, et étrangement, aucune ambulance est intervenue. Dans l'après-midi, le public va voir 2 étranges ambulances, oui, près de Claude François. Même une personne âgée dira qu'elle pensait qu'il y avait eu 2 électrocutions. C'est-à-dire que 2 personnes avaient été accidentées dans son appartement et que les ambulanciers cherchaient à faire sortir discrètement non pas une personne mais 2. Bon, oublions tout ça, ça c'est ce que les gens pensent. Ça c'est pas des faits, c'est ce que eux ils pensent. On va s'appuyer uniquement sur les faits. Dans les faits, le pompier donc va expliquer donc à sa hiérarchie qu'il est intervenu dans l'appartement de Claude François, qu'il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait tout ce qu'il pouvait par rapport à ses faibles moyens. C'est vrai qu'on doit saluer son courage. Il n'avait rien. Un électrocardiogramme qui ne marche pas, seul avec un brancard, même pas une deuxième personne pour l'aider à porter Claude François. Il avait donc une situation difficile parce qu'il n'avait pas d'équipement pour pouvoir ouvrir la trachée et passer l'oxygène par la gorge. Il n'avait pas non plus
une piqûre d'injection qui pouvait injecter dans le cœur dans le cas d'une overdose de drogue médicamenteuse, où il aurait pu faire repartir le cœur, puisque toutes les overdoses de drogue médicamenteuse, le cœur s'arrête 1 minute, vous allez le faire repartir, mais il va à nouveau s'arrêter, car la drogue va à nouveau arrêter le cœur. Donc pour pas qu'il s'arrête, vous devez injecter dans le cœur une aiguille pour supprimer les effets du poison si c'est des médicaments par exemple. En effet, Claude aurait pu faire tout simplement une simple overdose médicamenteuse puisqu'il prenait des médicaments. Il prenait un dangereux boostant à l'époque qui n'était pas sous contrôle comme aujourd'hui, qui était un Vistascorbol, qu'il prenait avant d'aller en télévision. Le problème, c'est un boostant cardiovasculaire, mélangé avec un antidépresseur. Il prenait des antidépresseurs et il prenait des antidouleurs car il souffrait d'un ulcère à l'estomac. On sait donc que ce jour-là, il a pris 3 médicaments comme il le faisait chaque jour. Mais peut-être que cette fois-ci, ces 3 médicaments ont eu une interaction inattendue. Vous pouvez prendre 3 médicaments, un antidouleur, vous pouvez prendre un médicament qui est un anti-anxiolytique, c'est-à-dire un médicament de forme pour vous faire oublier vos soucis, car il était très anxieux. Vous pouvez prendre après un boostant cardiaque pour aller danser sur scène. Stop, stop, stop. Vous pouvez faire ça 6 mois, 1 an. Et puis un jour, il y a une overdose. Avec 3 petits médicaments, vous faites une overdose. C'est-à-dire vous vous effondrez dans une salle de bain et votre tête se fracasse à l'arrière, comme l'a très bien expliqué le témoin qui téléphone à Marie-Josée, expliquant que Claude était avec elle dans la salle de bain. Il lui parlait quand soudain il a glissé, perdu connaissance et s'est effondré dans la salle de bain. C'est le tout premier témoignage qui me semble le plus juste et le plus proche de la vérité. Le papillon Icare, à ce moment-là, tout de même, est vraiment très proche de la vérité. Parce que ensuite, tout ce qui découle de cette vérité n'est que des témoignages ou contre-témoignages, qui malheureusement ont peu de valeur, car ils ne sont pas réellement liés directement à la mort de Claude. Marie-Thérèse nous explique finalement qu'elle a tout vu, qu'elle sait tout, elle fait les témoignages pour tout le monde, elle est attachée de presse, elle fait le témoignage de Kathleen, puisque Kathleen, son anglais était incompréhensible des secouristes, donc c'est Marie-Thérèse qui fait tous les témoignages, mais le problème, elle était sur une terrasse. Et parfois, elle était en bas de l'immeuble à parler avec Guy. Enfin, elle n'était pas dans l'appartement avec Claude, elle était ou sur une terrasse ou en bas de l'immeuble. La seule fois où elle était dans l'appartement, c'est quand elle téléphone à Marie-Josée et qu'elle lui dit que tout a été tenté. Dans l'enregistrement intégral de Marie-Josée expliquait qu'il s'est écoulé 20 minutes entre le moment où Claude François lui avait téléphoné et le moment où il était mort. Mais on doit tenir compte dans ces 20 minutes que Marie-Thérèse a allongé le corps de Claude François 10 minutes sur son lit. Donc il reste 10 minutes. Mais quand Marie-Thérèse explique au téléphone à Marie-Josée que tout a été tenté, alors on doit penser que le pompier était là. Et on ne doit pas oublier qu'il a antidaté de 20 minutes le certificat de décès. Dans ce cas-là, on est dans une histoire de fou. On est dans une histoire de fou total. Car le pompier place la mort 10 minutes avant que Marie-Thérèse place Claude François sur son lit de mort. Ça paraît logique. Mais ce qui était logique, c'est que le pompier se trouve là. Alors que dans le véritable scénario, le pompier est arrivé après que Claude François ait été allongé sur son lit de mort, 10 minutes après, et pas 10 minutes avant. Mais si on en croit ce que Marie-Thérèse dit à Marie-Josée, la sœur de Claude François, elle explique que tout a été tenté. Mais dans le témoignage intégral de cette époque de Marie-Josée, elle explique qu'il s'était écoulé 20 minutes entre le moment où Claude lui avait téléphoné et le moment où il était mort. On doit donc retirer 10 minutes où il est allongé sur son lit de mort, mais on doit aussi retirer les 20 minutes du pompier, puisqu'il a antidaté le certificat de décès de 20 minutes. Ça fait donc 30 minutes qu'on doit retirer. Et là, vous voyez, le scénario, il implose, il explose, et vous voyez qu'il n'y a plus rien de réel dans la mort de Claude François, ni le témoignage du pompier, ni celui de Marie-Thérèse. Plus rien n'est réel, on est en pleine science-fiction dans sa mort. Parce que quand Marie-Thérèse explique à Marie-Josée, qui donne un temps précis, Marie-Josée de 20 minutes, dans le témoignage intégral de 1978, elle explique 20 minutes. Il s'est écoulé, elle explique 20 minutes entre le moment où Claude lui a téléphoné et le moment où il est mort. Donc 20 minutes, c'est 20 minutes, hein. C'est pas 70 minutes, on est bien d'accord. Dans ces 20 minutes,
qui s'est écoulé. Donc, elle reçoit 20 minutes après un coup de téléphone, c'est-à-dire 22 minutes après un coup de téléphone de Marie-Thérèse. On peut calculer exactement 22 ou 23 minutes après. Marie-Thérèse explique que tout a été tenté et que Claude est mort. Il est donc mort dans un laps de temps de 23 minutes. Mais dans ces 23 minutes, on doit antidater la mort si le pompier est présent sur place de 20 minutes. Il reste 3 minutes. Et on ne doit pas oublier que Claude a été allongé sur son lit de mort. On doit donc encore retirer 10 minutes. Et vous voyez que là, il n'y a plus rien qui peut être vrai dans tout ce qu'on vous a raconté sur sa mort de la part des témoins. Il n'y a plus rien du tout qui rentre dans le scénario. Plus rien. Et pourtant, ce sont des témoignages réels. Et la montre, c'est la montre. Je suis désolé. Mais ce qui nous intéresse, c'est la conclusion de cette émission, 40 minutes. On est encore ensemble 5 à 10 minutes. C'est le SAMU de Paris. Contrairement à ce que vous pensez, vous allez me dire qu'Aude-François, donc par le pompier, était mort, on va dire, aux alentours de 14h35 maximum. Je dis bien maximum. Bien qu'à 14h45, il était déjà mort pour le pompier et a antidaté de 20 minutes, expliquant que pour lui, il était mort de toute façon 20 minutes avant. Et oui, puisqu'il n'a pas fait repartir le cœur d'une façon conséquente. Vous allez me dire, pourquoi tu nous parles du SAMU, Marc Harriman? Tu vas nous lâcher quelque chose. Eh oui, je vais vous lâcher le papillon, Icare, qui va s'approcher près de la caméra, pourvu qu'il la touche pas et qu'il la renverse pas. Oui, parce que en réalité, quand le pompier fait, il le fait parce que c'est obligatoire, un rapport d'intervention du domicile de Claude-François qui n'a jamais été rendu public. Ce rapport d'intervention explique de quelle manière il est intervenu au domicile et tout ce qu'il a pu faire par rapport à ses faibles moyens. Un électrocardiogramme qui ne marche pas, des doutes que Clo-Clo était mort. Il avait quelques doutes. Il raconte toute cette histoire très rapidement dans le rapport général qu'il fait, qui est immédiatement transmis aux hôpitaux de Paris. Et malgré qu'une enquête a été dirigée par Valéry Giscard d'Estaing, le SAMU de Paris va alors prendre une décision propre, c'est-à-dire une décision personnelle, qui n'a rien à voir avec le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Le SAMU trouve étrange le témoignage du pompier, que son électro marchait pas très bien, qu'il était finalement un peu seul, désemparé, sans ambulance médicalisée, sans moyen vraiment d'intervenir. C'est-à-dire que s'il avait eu plus de moyens, il pouvait sauver Claude-François, mais il avait très peu de moyens en fait. Lui, c'était surtout un pompier qui était spécialisé dans les feux de forêt. Et ces pompiers sont des volontaires, parfois même des bénévoles, des réservistes aussi. Ça peut être des réservistes de l'armée ou même des pompiers civils. Oui, dans les pompiers, vous pouvez être civil. Vous pouvez être engagé sans contrat de pompier et être un civil. Mais vous avez une formation, bien sûr, médicale, c'est normal. Et vous ne faites pas un massage cardiaque n'importe comment. Le SAMU de Paris écoute rapidement son rapport, puis quelques médecins se parlent entre eux. On ne connaît pas les noms des médecins, mais on sait la décision qui va être prise. Excusez-moi. Je regarde si j'ai tout mis sur ma palette. Est-ce que j'ai tout mis sur ma palette? Oui, j'ai mis sur ma palette justement l'image que je veux vous montrer. Donc, le SAMU de Paris trouve un petit peu étrange le rapport du pompier. Ils parlent un peu entre eux dans l'hôpital de Paris, celui qui a régi l'appel d'urgence, sinon vous n'allez pas comprendre, puisqu'à un moment donné, il y a eu un appel d'urgence, un appel de détresse. C'est cet appel de détresse qui a pris, si vous voulez, le dossier. Le dossier est toujours confié à l'hôpital qui prend l'appel de détresse. Le dossier n'est donc pas transféré dans d'autres hôpitaux. Donc, la personne qui avait reçu l'appel de détresse conserve donc le dossier. Une journée, 2 journées ou plus, selon l'urgence et le problème du dossier. Donc un dossier était déjà ouvert. Un dossier était déjà ouvert pour intervention. Dossier, essayer de savoir le nom de la personne, la rue, son téléphone, on intervient chez qui, on envoie quoi, quelle ambulance, quel nom de pompier. Bon, il y a un dossier qui est fait pour toutes les urgences. C'est obligatoire, c'est la loi. Mais là, quand le pompier explique son rapport, pompier secouriste, il explique son rapport d'intervention, il va y avoir un doute. Un doute de la part de l'hôpital qui s'occupe du dossier. Et le doute va être énorme. En effet,
il arrive à leurs oreilles le jour même, je vous parle du jour même, le 11 mars 1978, que il a fait tout ce qu'il pouvait, mais on se demande s'il n'y avait pas plus à faire. Et là, l'hôpital de Paris qui a géré l'appel d'urgence a un énorme doute sur la mort de Claude François. Il doute que Claude François est mort. Et oui, ça n'a jamais été révélé, et je vais vous dire jusqu'à quel point ils ont douté, car je vais publier pour la première fois une photo de cette intervention du 11 mars 1978, où en pleine nuit, l'hôpital décide en urgence d'envoyer 2 spécialistes de la réanimation. L'hôpital ne pense pas que Claude François est vraiment mort. Pour eux, par rapport au rapport du pompier, il existe un vrai doute. Ainsi, vont-ils demander à 2 experts. Excusez-moi. Il fait froid, hein. C'est l'hiver maintenant, bientôt il fait froid. Ainsi vont-ils demander à 2 experts dans l'hôpital s'ils ont un petit peu de temps devant eux, et voilà, ils ont une mission d'urgence très inhabituelle. Un homme entre dans le bureau de 2 personnes, 2 experts du corps médical de l'hôpital, et explique qu'ils vont devoir partir en mission, une urgence, Claude François n'est peut-être pas mort. Et cela se passe 6 heures après sa mort. L'hôpital déclare donc à 2 experts de la réanimation qu'ils ont un petit doute. Et s'il n'était pas mort, Claude? Ainsi, en pleine nuit, alors qu'il est 22 heures du soir, débarquent 2 experts de la réanimation. Non, il n'était pas embaumé, comme le pense Danny Borg, qui a déclaré dernièrement que Claude était embaumé. Non, Danny, non, tu sais pas toute l'histoire, c'est plus compliqué tout de même. Non, parce que s'il avait été embaumé, l'hôpital n'aurait pas envoyé des experts. Non, on n'essaye pas de faire repartir le cœur d'un homme qui est embaumé, enfin je veux dire. Remarquez, vous pouvez essayer, mais il y a peu de chances de succès tout de même, faisant un peu d'humour sur YouTube, on en a besoin. Les experts ont été très étonnés, on ne connaît pas leur nom, mais on va voir leurs photos, très étonnés qu'un homme entre dans leur bureau et demande à 2 experts de la réanimation, pas n'importe qui, de se porter volontaire pour une urgence entre 21h et 22h du soir. Les experts en question posent la question, une urgence à 22h, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a un doute que Claude François est mort. On a le rapport du pompier, il nous explique tout ça, que l'électrocardiogramme ne marchait pas très bien, et on a peut-être un peu d'espoir qu'il ne soit pas mort. Est-ce que vous voulez vous porter volontaire? Et puisque vous êtes 2 experts de la réanimation, allez voir s'il n'y a pas moyen de le réanimer, Claude François. Vous allez me dire, ils l'ont quand même pas réanimé. Ça, s'il a été réanimé et qu'il n'est pas mort, c'est pas moi qui vais vous le dire. Mais revenons aux faits. Il est, on va dire, entre 21h30 et 22h. On ne peut pas là donner une fourchette de temps exact, c'est impossible. Déjà parce qu'on ne connaît pas exactement l'heure de l'arrivée, c'est entre 21h30 et 22h. Mais par contre, pour la première fois sur les réseaux sociaux, vous allez voir ces 2 médecins urgentistes. Et je vais vous commenter la photo que vous allez voir. 11 mars 1978, donc 2 experts de la réanimation arrivent au 46 boulevard Exelmans. Ils sont pris par un appareil photo à flash, puisque la rue est mal éclairée, on peut voir le flash se refléter sur leurs vêtements. Un journaliste en pleine nuit prend ces 2 médecins en photo. Ces 2 médecins ne sont pas n'importe qui, ils sont envoyés en urgence de l'hôpital. Il s'agit de 2 experts de la réanimation. L'hôpital pense, à 22h pratiquement, que Claude François n'est pas réellement mort. Et oui, ça a été caché, que l'hôpital n'a pas cru à la mort de Claude François et qu'en pleine nuit, ils ont désigné une équipe de réanimation spéciale.
Il pense à 21h30 que Claude-François n'est pas mort, et qu'en réalité tout pourrait s'expliquer d'une façon simple. L'électrocardiogramme était défaillant. C'était déjà arrivé plusieurs fois. Le pompier s'était déjà plaint que son électro marchait mal. Et d'ailleurs, il dira ce jour-là, j'étais pas sûr que Claude était mort, mon électro marchait pas toujours très bien. Alors qu'il est entre 21h30 et 22h et que tout le monde est parti, nous savons que la plupart des gens étaient partis, nous savons que la mère de Claude-François est arrivée tardivement, mais la plupart des gens étaient plus sur place. Alors que c'est un petit peu plus calme, un petit peu plus tranquille, qu'il y a moins de monde, arrivent deux experts urgentistes. Je vous remontre à nouveau leurs photos. Une photo que vous ne trouverez pas ni dans la collection de Fabien Lecoeuvre, ni celle de Claude-François Junior. Ces deux hommes que vous voyez, dont un homme porte une grosse trousse, ne sont pas n'importe qui. Vous voyez qu'ils ont une blouse blanche, ils n'ont pas de tenue de pompier. Vous avez devant vous deux experts de la réanimation qui ont été envoyés en urgence entre 21h30 et 22h. L'hôpital en question qui a reçu l'appel ne croit pas à 21h30 que Claude-François est mort. Ils émettent encore un doute et espèrent qu'il est toujours en vie. Entre 21h30 et 22h, alors qu'il fait nuit noire, arrivent au 46 boulevard Exelmans les deux experts de la réanimation qui vont tenter de ramener à la vie Claude-François, c'est-à-dire de le réanimer par tous les moyens possibles. Et c'est là, à ce moment-là, où on peut dire que tous les moyens ont été tentés. Et pas du tout dans le coup de téléphone de Marie-Thérèse, où elle explique que tout a été tenté pour le sauver et qu'on n'a pas pu le sauver. C'est pas si vrai qu'on n'a pas pu le sauver. Et c'est pas si vrai que tout a été tenté, je te le dis Marie-Thérèse. C'est pas si vrai ce que tu nous racontes, même si tu es, je suis certain, de bonne foi sur beaucoup de choses. Le pompier n'a pas tout tenté. Il avait un manque de matériel, un problème d'électrocardiogramme, il n'avait pas l'équipement, pas d'ambulance médicalisée, il était seul avec un brancard. Non, il n'a pas tout tenté. Et d'ailleurs, il a bien été obligé de faire un rapport qu'il n'avait pas tous les moyens pour sauver Claude-François. Et malgré tout, ce rapport a fait l'effet d'une bombe. Pourquoi ? Parce que ça a été un impact psychologique très fort dans l'hôpital, puisqu'ils ont dû demander à deux experts de la réanimation, en pleine nuit, pratiquement 22h du soir, de voir si Claude-François était réellement mort, et s'il n'était pas de tenter de le réanimer par tous les moyens. Vous allez me dire, peut-on réanimer quelqu'un qui est mort depuis plusieurs heures ? Alors tout d'abord, oui. Aussi incroyable que ça puisse paraître, oui. On a vu des gens réanimés 2 ou 3 jours après leur mort, qu'on retrouve parfois dans les morgues. Ils se réveillent dans les housses plastiques et tout, on a vu des trucs effrayants. Il y a des gens qui sont morts depuis plusieurs heures, mais qui sont morts à un état hyperlatente. C'est quoi l'hyperlatence ? L'hyperlatence, c'est une mort qui est d'une apparence parfaite, c'est-à-dire que la personne est vraiment morte, du moins dans l'apparence c'est parfait, mais c'est une hyper-latence de la mort. Donc un mot latent, latence. J'invente un peu un nouveau mot pour vous aider à comprendre. Cette hyper-latence est un phénomène qui arrive parfois après des accidents quand le corps essaie de se réparer. Quand le corps essaye de se réparer d'une infection, d'un problème grave, il va rentrer en latence totale. Et ainsi, les fonctions vitales vont complètement être pratiquement invisibles. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, on a créé l'électrocardiogramme, qui aide. Mais malgré tout, certains urgentistes expliquent que même l'électro, c'est pas sûr à 100%. Il y a des gens où l'électro est complètement plat et sont parfaitement en vie. Nous les quittons donc sur cette photo et sur ce commentaire final. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Cette vidéo était dédicacée à Claude-François Junior, je t'aime fort, et à Jean-Marc aussi, je t'aime très fort, et à la capitaine des Claudettes, bisous mon ange, et à toutes les Claudettes, et à la belle petite Julie qui a tant pleuré, et à Sylvie Mathurin qui pleurait en bas de l'immeuble. Et en même temps, pleurait en haut de l'immeuble où elle avait la tête de Claude-François sur ses genoux. C'est merveilleux, une femme qui pleure en bas de l'immeuble et en haut en même temps. Incroyable hein, comme histoire. Et pourtant, c'est une histoire vraie. 21h30. Il fait très tard dans Paris. La nuit est très sombre. Un journaliste qui était resté là décide
de prendre une photo car il voit deux hommes. Il les trouve un peu suspects, blouse blanche. Il se demande ce que font ces deux docteurs à une telle heure, pratiquement 22 heures du soir. Claude a eu son accident, nous le savons, vers 14h15, plusieurs heures après sa mort. Que font ces deux urgentistes devant le 46 boulevard Exelmans? C'était la conclusion. Ils ont été envoyés par l'hôpital. L'hôpital a eu des doutes sérieux que Claude était mort, et ils ont demandé, plutôt que fermer le dossier et dire qu'il était mort, ils ont demandé, en entrant dans un bureau, à deux experts de la réanimation, pas un, mais deux des plus grands spécialistes de tout Paris, je dis bien de tout Paris. Ils ont alors dit cette phrase que ces gens pourraient vous dire: voilà, on a un petit doute que Claude est mort, on a le rapport du pompier, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Je sais, il est tard, mais c'est important. Claude François n'est peut-être pas mort.